Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver. Nous sommes très heureux de vous avoir encore parmi nous, de vous compter parmi nous pour cette nouvelle saison. Et c'est reparti pour un nouveau Café Presse ensemble. L'été a été long pour certains, court pour d'autres, chargé en actualité, ça c'est certain. Alors on va faire d'abord le tour de table pour se dire bonjour avec Adlan Mehdi. Bonjour. Saïd Jafar. Bonjour. Hadi Hussein. Bonjour. Abed Sharif. Bonjour. Un bel été, court, long. Studieux, je dirais. Ah ouais. Confus. Chaud. Très chaud. Ah, une flamme. Ouais. Désorientant. Ouais. Bon, alors, je vais enchaîner, on va pas perdre de temps. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus cet été, pas la semaine, mais cet été? Beaucoup de choses se sont déroulées. Qu'est-ce que vous avez retenu précisément? Et sans doute, ce sera l'un des éléments que l'on va évoquer pendant cette heure. C'est très difficile de retenir une image. Moi, je parlerai d'une absence d'une image et d'une image plutôt. D'abord, l'absence d'image, c'est tout ce qui s'est passé autour de ces conflits ou pseudo-conflits entre le DRS et la présidence dont on a eu que des échos à travers des médias. Et la deuxième image, bien sûr, c'est toutes les images qui nous viennent du nord de la Méditerranée où on voit le drame des migrants qu'on s'est décidé enfin à appeler de leur vrai nom des réfugiés fuyant des guerres terribles. Des réfugiés sans statut. Moi, je choisirais la fausse polémique sur la Derja qui a été lancée par les conseillers de la ministre de l'Éducation qui ont fait inventer l'air froid et l'air chaud. Depuis tout le temps, les enseignants algériens utilisent la Derja pour régler leurs problèmes quand ils veulent communiquer, et là, subitement, on la transforme comme une réforme, alors que c'est une chose qui existe, qui se pratique depuis des décennies. Et donc, c'est ça l'esprit de ce gouvernement. C'est-à-dire, on présente des choses qui existent qu'en mettant une réforme. Deux tendances, deux phénomènes qui s'entrecroisent. L'inquiétude des citoyens qui ont suivi l'évolution de la conjoncture internationale, le prix du pétrole qui a continué de baisser à la fin de l'été notamment, et on sent l'inquiétude des Algériens aujourd'hui effleurée. Et puis en face, une forme d'accentuation des luttes au sein du pouvoir que les gens n'arrivent pas à décrypter correctement, qui fait que l'inquiétude devient de l'anxiété aujourd'hui. Les gens disent et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un été de toutes les angoisses. Moi, ce que je retiens, c'est le chaos, cette impression de chaos qui domine dans le monde, au Proche-Orient et en Algérie. Mais ensuite, c'est un faux chaos, parce que quand on décortique, on trouve des acteurs rationnels avec des intérêts économiques, politiques, très clairs, très évidents. Et donc, il y a une espèce de couverture qui est mise sur les événements pour qu'ils apparaissent opaques, dangereux, alors que c'est extrêmement rationnel. J'ajouterais qu'il a manqué le CPP pendant tout l'été, et notamment Abed Sharif, pour rendre ces événements moins opaques et plus lisibles. Voilà. On nous a fait la réflexion d'ailleurs sur le site d'ailleurs, en se demandant pourquoi est-ce qu'on avait pris les vacances plutôt que prévu. Ben voilà, on est là et on va pouvoir débattre de cette actualité chaude. Tu avais dit tout à l'heure, Abed, le CPP a pris fin la dernière saison avec la question, c'était est-ce que les lignes ont bougé? On va se reposer la question, ce début de saison. Est-ce que vous avez l'impression, avec ce qui s'est passé cet été, notamment les limogeages, Général Hassan qui est en prison, beaucoup de choses se sont déroulées. Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont en train de bouger à ce moment-là? De quelle manière? Question que je t'adresse, Abed. Est-ce que les lignes ont bougé durant cet été? À mon avis, non. Mais il faudrait mettre les choses dans une cohérence. Moi, ce que je note depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, j'en ai parlé ici au CPP, c'est l'impression que on est en train de changer d'époque et on prépare le général Toufik Medine prépare sa retraite.
Et les choses sont en train de se passer en douceur. À mon avis, dans la concertation plutôt que dans l'affrontement. Mais dans cette mutation-là, dans les niveaux subalternes, il y a de l'incompréhension, il y a des gens qui n'acceptent pas, donc il y a un peu de casse. Mais en gros, moi je ne pense pas qu'il y a qu'au cœur du système, je ne pense pas que ça se passe dans la douleur. Il y a un consensus pour que le président Bouteflika aille au bout de son mandat. Il l'a dit, je vais aller au bout de mon mandat. Ceux qui l'ont accompagné pour le 4e mandat vont aller jusqu'au bout, du moins tant que les réserves de change le permettent. Et donc voilà, les lignes n'ont pas bougé. Il y a une espèce de restructuration interne dans le détail, mais pas plus. Alors le général Médiane est en train de préparer sa retraite, où il est poussé vers la sortie, et on peut prendre comme exemple ce qui se passe là en ce moment dans l'affaire du général Hassan. Je nuancerai un peu ce que dit Cherif. On est manifestement devant la fin d'une période, la fin d'un très long cycle, et c'est la fin de quelque chose, et on n'arrive pas à deviner le nouveau qui va apparaître. Et c'est ça le sentiment de l'angoisse générale, parce qu'il se peut, quand Cherif dit il y a une entente en haut, ce n'est pas la plus importante. L'entente, c'est quand les cercles intermédiaires, les niveaux des grades inférieurs, la technostructure se trouvent déstabilisés, on est dans une situation assez compliquée. Et donc, ça me rappelle encore une fois, je l'ai déjà cité, Gramsci, le vieux se meurt et le nouveau n'apparaît pas net, mais il y avait une phrase que j'avais oubliée, là je l'ai notée. Et c'est dans ce clair-obscur que surgissent les monstres. Et c'est là où l'angoisse des Algériens, c'est qu'ils pressentent que les monstres peuvent sortir. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, la grande question? On a vu un petit peu le général Hassan, pour rappel, mandat de dépôt, sans être entendu par le juge, ça c'est son avocat, c'est Cellini qui le dit d'ailleurs. Collusion avec l'ennemi, ça c'était Cellini. Les médias, eux, parlent de constitution d'ailleurs, El-Watan notamment, elle m'a dit constitution de bande armée et détention illégale d'armes de guerre, insubordination, ça c'était au moment où il avait été entendu la première fois. Alors, comment voir clair dans une affaire aussi obscure? D'abord, comment l'information elle-même a été gérée pour passer assez rapidement sur ça. C'est des fuites organisées dans certains médias, que ce soit le Watan ou TSA ou d'autres sites. Et on a bien vu que c'était plus des prises de position qui ont fait une partie le Hassan, le héros, et de l'autre côté le Hassan terreau, comme on l'appelle maintenant sur Facebook. Donc il y a eu aussi une manipulation incroyable de l'opinion autour de cette question pour polariser aussi la question autour de Hassan, du terrorisme et du DRS. Et on voit que le DRS est toujours dans cette sorte d'autoflagellation qui accompagne ce démembrement ou cet autodémembrement qui a commencé il y a 2 ans, 3 ans. Moi, je suis assez d'accord avec Abed quand il dit que les choses se passent de manière concertée, même s'il n'y a pas encore un consensus posé sur comment la succession va se dérouler. Et quand on parle de succession, on parle des successions. Le Gaïd, le Toufiq et le Bouteflika. C'est-à-dire il y a peut-être un deal entre les trois de partir ensemble ou d'organiser on va dire un classement de départ, un timing de départ. Je parle le premier, toi le deuxième, le troisième. Donc comment vont s'organiser ces choses-là? Peut-être qu'il n'y a pas un consensus autour de ça, et c'est pour ça qu'on sent ces tensions et ces manières de balancer dans les médias des choses assez graves. Peut-être qu'on va venir tout à l'heure. Mais pour revenir sur le cas précis du général Hassan, on est dans l'univers. C'est très violent. Oui, mais c'est très violent. C'est pas violent. Très violent. Oui. Le général Hassan, un homme aussi gradé, on dit bien que c'est le plus titré, qui se retrouve en prison, c'est très violent. Là, on s'interroge encore sur ce consensus que vous essayez de mettre en avant.
Oui, mais on parle là de services secrets, c'est-à-dire ce qui nous paraît cruel et violent, pour eux, peut paraître une procédure normale. C'est comme ça. C'est-à-dire on change de paradigme, on change d'univers. Après, comment nous, on perçoit ça comme violence? On a vu les limogeages de généraux, on a dit les familles réagissent et tout. L'univers des services secrets, de l'armée et du pouvoir en général est très, très violent. Il y a beaucoup d'exemples à travers le monde. Et même chez nous, le passage d'une étape à une autre, quand on n'a pas l'ingénierie, quand on n'a pas les relais dans la société civile, quand on n'a pas un vrai système souple qui peut faciliter les choses, on en vient toujours à des passages violents comme ça. On navigue entre l'analyse stratégique et l'anecdote, en fait. Et c'est un peu gênant. Au niveau de l'anecdote, il y a des faits qui sont totalement insupportables. Un général des services spéciaux qui est relevé de ses fonctions ou muté, on a sa famille qui réagit, qui fait des déclarations. C'est totalement inacceptable, ça. C'est un petit pays africain sans État, sans institution, sans structure. On est dans un niveau très très bas. C'est indigne d'un pays comme l'Algérie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire, Abed? Il y a un général qui a été limogé, je crois qu'il a été limogé, sa famille a réagi en disant pourquoi il a été limogé. Il faut préciser, c'est le général qui est le responsable de la sécurité présidentielle. Voilà, le nom ne me revenait pas. Mais la famille n'a pas à réagir. C'est un général en fonction. Un général se met au garde à vous. C'est ça son rôle. C'est les raisons. Donc là, incompétence. C'est un peu. On lui a collé incompétence. Quel que soit le prétexte qui a été avancé, c'est indigne d'un général, c'est indigne d'un militaire. C'est tout simple. Maintenant, dans tout ça, quand on veut revenir à des choses plus essentielles, on est dans la science politique ne nous laisse pas désarmer face à des situations. Nous sommes dans une situation de transition économique, politique, générationnelle, transition dans la nature du système politique. Il y a beaucoup de transitions qui se font en même temps. Elles se font dans la douleur, elles se font il y a évidemment des luttes. Sur le plan économique, les Haddad, les Rabrab, les Amr Ben Amour, etc., essayent de devenir une force politique après avoir été une force économique. Ça, c'est du très classique. Donc, si on met les choses sur ce terrain-là, les choses deviennent beaucoup plus simples. Il y a les prolongements, parce qu'il y a le DRS, parce qu'il y a le terrorisme, les choses se compliquent un petit peu, mais pas outre mesure. Hein. C'est du très classique, tout ça. C'est terrible ce que tu dis, on va revenir là-dessus, sur la sécurité, sur l'impact de tout ce qui s'est passé sur la sécurité notamment, mais quelles sont les vraies raisons de ce limogeage? Quelles seraient les vraies raisons de ce limogeage? C'est une vraie question. Non pas que les questions précédentes n'étaient pas des vraies questions, mais en fait, on s'était séparés en se posant effectivement cette question de savoir si les lignes avaient bougé, et on avait plutôt tendance à penser qu'il y avait une forme de modus vivendi qui s'était construit, qui était fragile, mais qui s'était construit autour du 4e mandat, accompagné Bouteflika avec les acteurs dont on a parlé, etc. Moi, j'étais très perturbé par les limogeages qui ont suivi l'incident de Zeralda. Très perturbé parce qu'il y a clairement une tentative de prise en main, d'élargir la sphère d'influence, d'hégémonie du général Gaïd Saleh au détriment des services. Général Gaïd Saleh pour le compte de la présidence, puisqu'ils sont dans une connivence politique et dans un rapprochement dont on a beaucoup parlé ici, et qui est bien plus évident que celui qu'il pourrait y avoir entre Toufik et la présidence. Pourquoi changer les lignes? Pourquoi limoger des proches? Pourquoi prendre le risque d'avoir une réaction de la famille d'un général, etc. Et toutes les réactions qu'il y a eu dans la presse. C'est la vraie question. De mon point de vue, moi j'ai beaucoup réfléchi à cela. J'ai aussi, depuis mon retour, essayé de poser la question à des protagonistes plus ou moins informés. Il semblerait que le clan présidentiel se sente précarisé, qu'il a choisi, et se sent précarisé dans le sens de plus classique, c'est-à-dire Bouteflika a peur d'un coup d'État. Bouteflika menacé, il a peur qu'il y ait une situation imprévue qui lui échappe et que des acteurs qui ne sont pas tout à fait loyaux puissent jouer le jeu d'un coup d'État médical comme celui qu'a subi Bourguiba. Et donc, il a essayé de pousser à son avantage une situation dont certains disent qu'elle est totalement préfabriquée. Il y a des gens qui disent que l'incident de Zeralda a été fait de toutes pièces, qu'il ne s'est rien passé de sérieux et qu'il en a profité pour modifier ce rapport de force. J'ai l'impression que
rencontre beaucoup de gens qui murmurent à l'oreille des journalistes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation? Est-ce que tu fais le lien, toi, entre ce qui s'est passé à Zeralda, ce qui se serait passé à Zeralda, et le limogeage? On peut rappeler les limogeages. Les limogeages, il n'y a pas que il y a le premier cercle, il y a le premier cercle de la sécurité présidentielle, et il y a la garde présidentielle. La garde républicaine, le président Bouteflika a été un acteur central du 19 juin 1965. Il sait comment on dépose un président. Il sait que ça se joue dans les loyautés les plus proches de la sécurité présidentielle. Il était celui qui a convaincu le colonel Tahar Zberi d'aller relever Boumbella de la Villa Jolie. Il sait tout ça. Donc il a agi sur le premier cercle. Maintenant, avec l'aide de son frère et tout ça, pour des raisons, il considère peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment loyaux, ces officiers supérieurs du DRS, pour certains, ils ne sont pas suffisamment loyaux à la présidence, qu'ils ont continué à être loyaux au général Toufir, qui est supposé être là, juste là, mais pas opérationnel. Les changements ont touché la sécurité intérieure. Le général Ben Daoud, qui a été amené par le clan présidentiel, mais qui s'est avéré peut-être pas suffisamment loyal. C'est très important, c'est un poste très délicat. Son prédécesseur a été ramené à la présidence, Bachir Tartag. Donc, il y a une attitude défiante, il y a une attitude un peu paranoïaque qui, de mon point de vue, rend compte de toute la suspicion qui existe dans la lecture politique de la situation. Mais pourquoi Mais c'est une parano qui risque d'aller très loin. Parce que, a priori, le DRS, c'est lui le chef du service du personnel en Algérie, au sens très large. Hein? C'est le DRH. Hein? À ce moment-là, si la présidence est parano là, elle va s'étendre là, il y a plus. C'est un vrai problème. Ça risque de. Ça grippe déjà, c'est pas un État qui fonctionne bien, mais cette forme de parano exacerbée risque de gripper le peu qui fonctionne. Et donc, on est dans une situation très, très, très délicate, c'est sérieux. Donc je me rends compte que vraiment vous êtes partagés, vous qui pensiez vous qui disiez justement toi, Adlen et Abed, que les choses sont en train de se faire avec le consensus, c'est absolument pas le cas selon toi, Saïd. Et à ce moment-là, ma question c'est pourquoi est-ce qu'ils sont allés aussi loin? Pourquoi avoir amené les choses jusqu'à l'emprisonnement du général Hassan? Non. Il y a deux volets différents. Il y a l'évolution politique générale et il y a des faits comme l'arrestation d'un général. On ne sait pas ce qui lui est reproché. S'il s'avère vrai qu'il a ramené des armes qu'il a stockées de manière illégale. Donc ça pose un problème. Il est passible de poursuites judiciaires. On n'en sait rien. Donc, la difficulté dans tout ça, c'est que nous sommes nourris par des sources d'informations qui nous disent ce qu'elles veulent. Cela ne nous dispense pas d'essayer de faire des efforts d'exégèse. L'affaire Hassan, c'est une affaire qui s'imbrique totalement avec le contexte politique que nous décrivons dans le CPP depuis plus d'une année, qui est un contexte de conflit entre l'état-major et le DRS. Et le général Hassan, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on se rapproche du dossier, le général Hassan a continué à ne pas tenir compte de la hiérarchie de l'ANP quand il a été relevé. Il a refusé de passer des informations. Il aurait refusé de passer des informations. C'est ce qu'on nous dit. Mais ça, il ne reconnaît que il ne reconnaîtrait. On lui reproche d'avoir retenu, de faire de la rétention d'informations importantes. C'est dans les accusations. On l'accuse de choses beaucoup plus importantes. Mais la question, la lecture politique. En fait, la lecture politique de tout ça. Voilà. C'est vrai pour Kihal, c'est vrai pour Ben Daoud. Ce sont des officiers du DRS qui ont un esprit de corps, qui sont restés fidèles à leur institution et qui considèrent que leur institution c'est un organisme qui a des règles et tout ça et qui vont rendre compte à leur patron. Il y a dans cette pour essayer de comprendre, c'est une lecture, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il y a un problème de grazing de gens qui devraient se montrer. Il y a une volonté de la présidence de mettre à pas des têtes du DRS de Toufir qui ont peut-être la vocation de vouloir continuer une certaine manière de fonctionner du DRS. J'ai pas besoin de dire qu'ici que cette manière de fonctionner du DRS ne m'agrée pas. Je vais pas revenir sur ça. Mais ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Oui, mais le problème, comme dit Sharaf, pourquoi on est embourbé dans ces lectures-là? Parce que quand on parle du général Hassan a été arrêté, il manque là... Qui a arrêté Hassan?
Est-ce qu'on est sûr que c'est Gaël Salah qui a ordonné l'arrestation de Hassan? Est-ce que c'est Taufer qui a arrêté lui-même Hassan ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. La logique dit que Hassan a désobéi à l'ordre de mise à retraite qui vient de Val-de-Grâce parce que je respecte pas les décrets qui sont signés dans une caserne française. C'est une version qui est donnée. Et donc, il y a d'autres versions beaucoup plus tardives, enfin beaucoup plus anciennes. Moi, il y a des anciens collègues et camarades de Cherchel qui m'ont raconté un peu l'esprit même de Hassan, que c'est un zélé, un peu cow-boy, efficace, mais bon, mais il smash. Voilà. On peut aller très loin dans ces histoires-là. Mais qui a habituellement, qui relève du discours de l'AFEDIH, de Amnesty International, qui disent, voilà, les services algériens et l'armée algérienne gère le terrorisme, il n'essaie pas d'en finir. Et qu'on entretient le terrorisme, qu'on maintient un certain seuil, parce que, au-delà de discours là assez méprisant qui a été dit à l'égard du général Hassan, ce qui est le plus important, c'est de faire le bilan de 2 décennies de lutte antiterroriste qui est totalement négatif et que ça vient du pouvoir. Parce qu'il est indéniable que ça vient du pouvoir. C'est ou bien la présidence ou bien des gens proches de l'état-major. C'est ça le discours, ça cible les gens du DRS et pour moi, c'est ça le plus important. Jamais on a entendu quelqu'un du pouvoir aller aussi loin. Je vais rassurer notre ami Abd Sharif qui me reproche de parler comme notre collègue Salimat Lemsani de l'Ouatan. Le bilan du DRS de ce point de vue est parfaitement attaquable. Parfaitement attaquable. C'est-à-dire qu'il y a un très mauvais bilan dans la lutte contre le terrorisme. Il y a Druzkel, j'en ai parlé plusieurs fois ici, qui sévit toujours à la tête de l'ACMI, dans un triangle qui part de Tizi Ouzou, qui finit peut-être à Skikdam et qui aurait comme base sud Bojbouar Ridge. Il a fait 3 fois et demi le mandat du colonel Amirouche à la tête de la Wilaya 3. C'est pas normal. Il y a Ben Mokhtar qui sévit toujours dans le sud et dans le Sahel. C'était de la responsabilité du général Hassan et de son patron, général Taufiq, et ça continue. Et il y a toujours cette précarité des déplacements de l'ANP sur le terrain opérationnel, qui fait que peut-être le renseignement ne fonctionne pas bien. Nous avons eu l'affaire de Ain Defla le jour de l'Aïd, avec des pertes terribles de soldats quasiment le jour de l'Aïd. Le bilan est très mauvais, donc peut-être aussi que, sans aller à reprendre tous les arguments là. En fait, cette question-là, est-ce que l'armée dispose d'un bon service de renseignement qui l'informe correctement? Elle s'est posée à Tigentourin. On sait, pour moi, à Tigentourin, le moment du crash entre l'armée et le DRS a dû commencer à ce moment-là. Mais jamais on l'exprime, on règle ça à l'intérieur de la maison, on ne le déborde pas sur un site électronique. Et c'est très différent et c'est un signe d'une tension très haute. On ne peut pas dire que c'est un truc secondaire. Tu as parlé de Louisa. Dans le propriétaire avec un ancien gendarme, pour compliquer un peu les lectures. En plus. Tu as parlé de Tigentourin, Louisa Hanoun ouvre une brèche là-dessus. Et c'est la première à s'être avancée un petit peu et avoir tout de suite évoqué Tigentourin comme une des raisons pour lesquelles le général Hassan aurait été arrêté. Non, elle dit que c'est une porte ouverte pour le CPI. Bon, Louisa Hanoun n'a fait que reprendre les accusations qui ont été lancées au général Hassan, dont Tigentourin était incluse. Elle a réagi à ça. Oui, mais elle dit que c'est une porte ouverte pour le CPI. Bien, voilà, ces accusations sont une porte ouverte pour le CPI, pour la Cour pénale internationale. Non, il y a en fait une imbrication de tout ça qui fait que ce qu'on dit, par exemple, c'est que le général Hassan aurait réussi à capter une partie, des lots d'armes qui venaient de Libye, qui étaient assez importants. C'est là qu'il aurait été intercepté par l'armée, etc. Et donc, une partie de ces armes, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Mais si on veut aller sur des terrains mouvants et dangereux, les armes qui ont servi à Tigentourin sont venues de cette région-là. On va aller plus loin. L'ambassadeur des États-Unis en Libye qui a été tué à Benghazi, il se déplaçait pour tenter de ramasser des armes. Donc c'est un dossier qui est extrêmement lourd. Un dossier de ce calibre, en principe, il se gère en interne. Ça ne déborde pas la maison. Ça ne déborde pas les frontières de la maison. Est-ce qu'il y a eu une volonté de régler ce problème
à niveau interne et donc ça a débordé à cause d'alliances ou de soutien ou de positions personnelles. On n'en sait rien, on est obligé de spéculer. Ce qui explique peut-être cette réponse sur un site internet, la réponse est violente à mon avis, c'est juste pour lui dire, on avait l'impression de dire à l'avocat de Hassan, ta gueule. C'est pour ça que la charge a été violente. L'avocat du général Hassan ne s'est pas tué, il a au contraire répondu, il a dit des choses qui m'ont paru d'une indignité complète de la part d'officiers du DRS, s'il s'avère que c'est vrai. Des officiers du DRS qui disent on se sacrifie. Ce n'est pas un discours. Non. C'est des officiers qui seraient solidaires avec le général Hassan. Il est allé trop loin, oui. Un officier, c'est dans la hiérarchie qu'il fonctionne. Une armée, un État fonctionne d'une certaine manière, une armée fonctionne d'une certaine manière. Et c'est un avocat qui doit se limiter justement au minimum. Possible. Tu peux prendre le sujet autrement en te disant que même un général-major a besoin d'un système de droit. Et là, ce général-là se retrouve vulnérable devant une situation où le droit, manifestement, on peut en douter. On le sait, dans notre pays, le droit est soumis aux politiques. Et ce général se découvre dans une situation inhabituelle. Il aurait besoin du droit. Moi, j'attends que le général Hassan constitue comme avocat Alihi Abdelnour. Ça va faire une belle histoire. Je ne peux pas quand même m'empêcher de vous poser une question et ça concerne l'impact de tout ça sur la sécurité. On a vu Ain Defla, on s'inquiète, on s'interroge. Est-ce que cette crise au sommet ou ce qui se passe au sommet, c'est pas pareil aussi au niveau des soldats? C'est-à-dire on est en train de changer, c'est plus la même génération, on nettoie en haut, on nettoie en bas, et du coup on a affaire à des soldats sans expérience. Ce ne sont pas eux qui font la lutte contre le terrorisme. Non, je ne crois pas qu'il y ait une déperdition de l'expertise militaire au niveau subalterne, le commandement opérationnel et tout, même s'il y a des... Ain Defla, ça a été dit et expliqué par des militaires à la retraite. Moi, j'en ai parlé à quelqu'un de manière très précise où il t'explique qu'il y a aussi des fois des défaillances techniques au niveau des gens. Il y a des compétents, des incompétents dans l'armée qui se payent très, très, très cher. Voilà, parce que le terrorisme est encore là, même si on appelle résiduel, mais il est là à frapper. Il est peut-être plus difficile parce que les groupes sont plus compacts, donc ils se déplacent plus rapidement. Peut-être qu'il y a un manque de renseignements, peut-être qu'il n'y a plus le même maillage qu'avant dans les années 90, etc. Il y a beaucoup. Il y en a qui sont retenus, qui ont justement plus de 70 ans, qui sont toujours retenus pour des raisons comme ça. Il y a des gens qui sont à la retraite, qui sont toujours commandants à la tête du secteur opérationnel, par exemple, surtout dans le nord et dans le sud. Donc la question ne se pose pas sur le débordement. C'est pas le débordement, c'est la situation sécuritaire qui est dangereuse. Le problème, c'est pour reprendre une thématique chérifienne, pour dire les choses comme ça, c'est le débordement au-delà des institutions. C'est-à-dire, le Hassan, le Toufiq, le Bouteflika, le Gaïd, ils ont pris la mauvaise habitude de pouvoir gérer ces tensions, leurs affaires, hors des institutions. On a l'impression qu'il y a un premier filtre, on voit Slel parler à la télé, donc on est dans une réalité, et après on a une deuxième réalité derrière, on a Hassan en prison, Céline qui parle, des sites internet qui balancent des informations incroyables. On a pris l'habitude de déborder sur les institutions. Est-ce qu'on est fragilisé en termes de sécurité? Est-ce qu'on est fragilisé par rapport à tout ça? Non, moi je maintiens, malgré mon conflit avec Ihsan sur ça, moi je persiste à dire que le terrorisme est contenu à un niveau qui est largement supportable pour le pays. La question que je me pose depuis 2-3 ans, en mobilisant mieux les ressources qui existent, hommes, matériel, etc., est-ce qu'il serait possible d'éliminer le terrorisme? Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on peut faire mieux, mais je ne suis pas convaincu. Donc, la marge de manœuvre sur le plan sécuritaire, à mon avis, elle n'est pas énorme. Il y a une société qui génère du terrorisme. Il y a une idéologie, une pensée qui est là. Tu as 15 types qui vont revenir demain de Syrie. Zouj, ils vont s'installer à Ain Defla, Zouj en Kabylie, ça te fait un maquis. Donc, ça, c'est difficilement contrôlable. Mais disons, moi, ce qui m'intéresse, quel est le niveau du terrorisme? Ce niveau est contrôlable. Par contre, ce qui m'inquiète,
c'est que la déliquescence des institutions, le non-fonctionnement des institutions peut faire que le terrorisme peut trouver des possibilités d'expression différentes, politiques ou là, et que il peut rebondir d'une autre manière. C'est des dynamiques. C'est pas linéaire. C'est un mouvement. Au bout de 2-3 ans, on ne peut pas savoir où ça aboutit. C'est un sujet sur lequel on aura à revenir. On va terminer. Je vais terminer par donner la parole à Mouloud Hamrouche, qui lui pense, en un mot, qu'il n'y a pas de guerre des clans au sommet de l'État. Moi, j'ai du mal à commenter cette déclaration parce qu'elle n'est pas publique, elle est reportée dans une conversation privée. Donc c'est difficile de commenter une déclaration qui n'est pas... Si nous retrouvons pour cette deuxième partie du Café Presse, on a fait le tour de la situation de l'été à peu près, en termes de changement dans le cercle militaire et les conséquences sur la sécurité notamment. On va parler de politique cette fois. Alors, l'été, il s'est passé aussi des choses sur le plan politique. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et sur le plan politique, alors, à ce moment-là, comment les choses sont en train d'évoluer? Comment allons-nous voir les choses se projeter avec l'actuel gouvernement? Est-ce qu'il va continuer? On a parlé tout à l'heure aussi on a posé la question des lignes. Est-ce qu'elles ont bougé cet été? Bon, on constate qu'elles n'ont pas vraiment bougé. S'il y a un consensus fragile, il est toujours là entre les trois pôles. S'il y a une guerre entre Bouteflika et Toufer, qui n'est autre que le bras armé de ce même État que tient Bouteflika, donc ils sont quelque part tenus l'un par l'autre, on voit difficilement cette situation évoluer avec la rentrée. Il y a une rentrée qui apparaît très chaude, même s'il n'y a pas de conflits sociaux clairs, mais on voit juste de manière un peu anecdotique le déploiement de la police et de la BRI dans les rues d'Alger. Ça nous a fait penser, ou c'est une peur d'un coup d'État, peut-être comme disait Qadi tout à l'heure, sauf qu'à la place des militaires, maintenant on met des policiers qui sont gérés par un militaire, qui est toujours général-major, ou bien on est dans une situation on ne sait pas gérer ce genre de tension et on gère toujours par la force, comme ils ont fait à Gardaya. À Gardaya, c'est les militaires qui ont assuré la rentrée scolaire cette année, je le rappelle. Est-ce que la crise au sein de l'armée a fait des petits en politique? Enfin, on pourrait le penser avec les déclarations de Ahmedou Yahya qui a encore brocardé Abdelmalek Sellal en lui reprochant de tenir un discours populiste plus d'une fois sur la situation économique. En fait, les choses se sont déroulées de manière complètement inattendue pour le quatrième mandat dans sa gestion des affaires gouvernementales. On avait un attelage qui avait Abdelmalek Sellal à sa tête qui était prévu pour une situation plutôt gérable, avec des revenus importants et une visibilité de la conjoncture dans la durée, etc. Et qui a vite tourné depuis l'élection a eu lieu en avril 2014. À partir du mois de juin, les revenus du pétrole ont commencé à baisser. Ça s'est accentué en 2015. Et on se rend compte en cours de route qu'il y a certaines fonctions qui ne peuvent plus être remplies. Des réponses qui ne peuvent plus être apportées de cette manière-là. C'était un clivage avec Abed, le dernier remaniement du printemps dernier. Changement du ministre de l'Énergie, on considérait que M. Yousfi n'apportait plus les bonnes réponses. C'était sérieux, on l'a débarqué. Le ministre des Finances, on a ramené quelqu'un qui avait toutes les allures d'un réformateur, parce qu'il fallait trouver de nouvelles solutions pour lever des fonds. C'est ce qu'il pensait. Oui. Bon, enfin, après, on dira autre chose de son bilan. Et ainsi de suite pour les TIC, l'avenir. On a ramené un ministre jeune qui essaie de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, se pose de plus en plus la question du pilotage de tout ça. Est-ce que M. Abdelmalek Sellal est suffisamment sérieux pour être l'homme de la situation quand on perd 34 milliards de dollars sur une année dans nos réserves de change? C'est une question. Si M. Yahya se permet d'attaquer autant M. Sellal, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose. On n'a pas le bon attelage pour faire face à la crise. Ça fait que le service du BRI descend dans la rue pour gérer la rentrée sociale aux côtés du gouvernement. En fait, est-ce que c'est l'attelage ou bien le type de réponse apportée à la crise? Parce que la question, c'est-à-dire on a tendance, on est pris un peu par un discours libéral, voilà, on va répondre comme ça, on va trancher comme ça, mais la réalité c'est que aujourd'hui, quand tu as une crise, tu dois faire des choix et faire des arbitrages. Et les arbitrages aujourd'hui, soit tu les fais
contre les classes populaires, soit tu les fais pour Haddad et consorts. Actuellement, les batailles se déroulent chez les classes dominantes. Les classes populaires sont mises de côté. Si on fait des arbitrages contre les classes populaires, on peut reparler du terrorisme, on peut reparler de beaucoup de choses. La potion libérale qui a l'air d'être si dominante, si imprégnante, n'est pas sans conséquences politiques. Et donc, quel type d'arbitrage faire? L'attelage devient après, ce n'est pas avant, ce n'est pas le plus important. Non, moi je crois que on est dans un pays qui est ligoté par le système politique. Et tant qu'il est ligoté par le système politique, il ne peut pas accéder à la solution. Il n'est même pas question de mettre en pratique une solution. Le pays est géré aujourd'hui par l'agenda physique du président Bouteflika, avec un calcul d'épicier qui est très simple. On a 160 milliards de dollars de réserve de change. Ça permettra de tenir 4 ans. Donc, ça termine le 4e mandat. On en est là. On est dans cette gestion. Un Premier ministre qui gère cette situation ne peut pas penser à régler les problèmes du pays, à relancer l'investissement ou à faire de la croissance. En plus, il se trouve qu'il s'appelle Abdelmalek Sellal. C'est un truc aggravant, mais on n'y est pas. Il faudrait changer d'agenda, d'objectifs politiques et économiques pour pouvoir dire est-ce que la solution libérale serait bonne ou pas. Mais je pense qu'on n'est pas là. En plus, un point de divergence avec Saïd, il n'y a pas une question d'arbitrage aujourd'hui. Il n'y a pas des arbitrages à faire entre les uns et les autres. Il y a un savoir-faire technique, il y a 2 millions de kilomètres carrés, il faut dégager certaines superficies pour les zones industrielles. On ne va pas les enlever aux pauvres pour les donner aux riches ou inversement. Non. Il faut avoir la compétence technique. Et avant la compétence technique, je termine une phrase. Non, c'est très important. Vas-y. Il faut avoir la légitimité politique et ensuite la compétence technique pour le faire. Les arbitrages, c'est une étape beaucoup plus élaborée, mais on n'y est pas arrivé. Si tu parles de la surface, c'est vrai. Par contre, aujourd'hui, il y a moins d'argent. Et quand il y a moins d'argent, il faut arbitrer. Il faut ponctionner quelque part, couper quelque part et décider de comment affecter les ressources et dans quelle orientation. Et à ce moment-là, c'est un vrai choix politique que tu fais. D'ailleurs, personnellement, je ne suis pas un économiste. J'ai jamais cru que l'économie soit une science. Par contre, c'est de l'économie politique. À chaque fois, quand on prend des décisions budgétaires, on fait un choix politique. Et c'est les questions aujourd'hui qui se posent. Quand il y a de l'argent, ça va. Quand il y en a moins, c'est encore plus politique que d'habitude. On a une histoire qui est très récente. L'histoire des concessionnaires. Le gouvernement, Zama, voulait introduire de nouvelles règles sur les concessionnaires. Les concessionnaires ont fait du lobbying, ils ont bloqué cette règle. Ensuite, elle a été amendée et adoptée finalement. Les Français ont fait pression, ils ont obtenu que leur véhicule entre. Les Allemands ont attendu 1 mois ou 2, ils étaient mécontents, ils ont fait pression, ils ont obtenu que leur véhicule entre. Dans des décisions de ce type, il n'y a pas d'arbitrage, il y a un gouvernement qui va fonctionner juste dans un minimum de cohérence et qui prend des décisions, qui les applique. On n'est pas arrivé au stade où il faut faire des arbitrages. Là, ça sera le jeu politique réel. On n'y est pas malheureusement. J'ai tendance à penser comme Abed, effectivement, qu'on n'est pas encore arrivé au moment délicat. Ça viendra, voilà. Ça, il faut bien l'avoir en tête, on n'est pas dupe. Quand on sera plus dans le dur, il faudra faire des arbitrages entre contenter la bourgeoisie et la classe d'affaires ou contenter les classes populaires. Et ça dépendra d'un rapport de force qui se jouera aussi dans la rue. En 2 mots, il y a 2 colonnes sur lesquelles doit agir le gouvernement, dans le contexte d'aujourd'hui. Il y a 2 colonnes, c'est comme dans une entreprise, c'est pas compliqué. Il y a la colonne des dépenses.
il faut les rationaliser parce qu'on ne peut plus dépenser de la même manière. Et à la colonne des revenus, Là, il faut les améliorer, les revenus, parce qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Les revenus qui étaient ceux du pétrole ont baissé, il faut avoir d'autres revenus, on n'en a pas assez. Alors, le gouvernement, pour la partie rationaliser les dépenses, il a choisi d'agir sur certains leviers. Ça se voit peut-être pas suffisamment. Il a élagué toute une série de projets qui n'ont pas encore été lancés.